Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui portera sur NXT. Et non, ça ne sera pas sur NXT Vite, ça sera sur le NXT actuel. Ça faisait longtemps parce que j'ai vu dernièrement NXT, j'ai essayé de m'y remettre comme ça fait depuis la fin de NXT Black and Gold que j'avais arrêté, histoire d'éviter d'être déçu lors des call-up des main rosters. Donc au moins voilà, voir de loin ou au pire découvrir les talents dans le main roster comme à l'époque. Mais là j'ai essayé de m'y remettre il y a quelques temps, et en plus avec les débuts de NXT sur la nouvelle chaîne CW. Et franchement ouais, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter en vrai, parce que bon, le produit NXT globalement c'est pas ouf franchement. J'ai fait 3 mois de tryhard là-dessus, c'est compliqué et j'accroche vraiment pas. Mais du coup, cette expérience m'a inspiré et j'ai décidé de voir un peu par rapport aux différents talents qu'il y a dans le roster, et aussi par rapport au recul que j'ai eu en fonction de certains trucs que j'ai vu de loin, faire une espèce de liste, une liste des talents qui ont des chances d'échouer dans le main roster à l'heure actuelle. Donc voilà, qui n'ont pas le potentiel à aller très loin. Après bon, je peux me tromper, même si j'en doute franchement. Donc là c'est franchement les 10 potentiels échecs de NXT, les 10 futurs échecs. Et je vais tout de suite commencer avec le numéro 10, Shawn Spears. Oui bon, je triche d'accord, mais franchement Shawn Spears, faut revenir sur son cas à un moment donné. Le mec, à la WWE, il a fait pratiquement toute sa carrière dans le centre de développement. Et on a qui arrivent à dire que ouais, il méritait mieux, etc. Voilà. Alors que le mec, c'est un nulard. Il ne vaut rien en fait. Je ne sais, depuis, même avant son départ vers la AEW, il a fait je ne sais combien d'années dans le centre de développement. Et à un moment, il y a un souci. Le mec, c'est juste que qu'il n'est pas talentueux en fait. Dans le main roster, c'est un jobber. Là, le seul truc qui est marché chez lui, c'est la gimmick du Perfect 10. Hein. Et même à NXT période Black and Gold, ça restait un jobber quand même. Et au main roster, ben, il était clairement à sa place. Et à AEW, j'en parle même pas. Ils ont essayé 1001 trucs pour essayer de mettre over, d'en faire quelque chose de pertinent. Ça n'a jamais marché. Ça montre quand même à quel point le mec, c'est vraiment pas ouf, quoi. Le mec, il était surcoté à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, on le met, il revient, et au lieu de revenir dans le main roster, il revient à NXT, en mode Shawn Spears, voilà, NXT, en mode que ouais, c'est moi le vétéran qui va encadrer les jeunes. Et tu vas encadrer les jeunes que tu leur as appris, que tu vas leur apprendre quoi? Franchement, tu as été le plus gros loser même à NXT, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de toi? À être des nullards aussi? Non, à un moment, faut arrêter les frais. Au pire, si tu veux être coach au PC, d'accord, mais ne fais pas croire que voilà, tu peux être vétéran sur les rings, etc. Plus personne n'y croit. Et surtout que bon, dans tous les cas, tu aurais échoué dans le main roster, même si on devait te call-up demain. Tu aurais été à la même place de cantine que Baron Corbin et Apollo Crews actuellement. Des mecs qui ne font rien, mais qui sont mieux que toi quand même, Shawn Spears. T'es vraiment terrible. De toute façon, on sait qu'il va rester à NXT jusqu'à la fin de sa carrière au fond. Beau parcours de la loose pour l'ancien Teddy Dillinger. Bon, je vais pas trop traîner sur Shawn Spears, je vais passer au numéro 9. Axiom. Oh là là, mon pauvre Axiom, ils vont tellement te flinguer, le H va tellement s'amuser à te bousiller dans le main roster. Déjà qu'il y avait une preview, et ça montre clairement que l'histoire de la transition NXT et main roster, c'était pas un problème du côté de Vince McMahon uniquement. Là, clairement, le H, lui-même, il ne comprend pas Axiom. Parce que le peu de fois où je l'ai vu à SmackDown, le mec, il faisait des trucs de high fly, des trucs spotty, mais d'où en fait? C'est pas Axiom. On a fait d'Axiom une espèce de luchador indie de je ne sais quoi. Alors que son personnage de base, c'est un super-héros qui peut mixer aussi bien la partie high flying, et surtout, c'est un catcheur technique. C'est vrai qu'il fait faire des trucs flashy, mais son truc est concentré sur la technique, histoire d'être cohérent avec le personnage de matheux, voilà, super héros qui fait des maths, c'est super quoi.
Mais dans le main roster, ça va clairement être un échec. On va l'utiliser n'importe comment et il va être aux oubliettes bien plus vite que Dragon Lee aujourd'hui. Hein. Et en plus, le pire, c'est que même à NXT, on prépare déjà descente en main roster en le mettant en équipe avec l'un des mecs les plus chiants de la terre, quoi, Nathan Fraser. Ça, c'est quel genre de catcheur? À part le catch, tout est vite chez lui. Vraiment, je m'emmerde quand j'entends parler. Même le voir. Même si, bon, ouais, on va me dire que, ouais, meilleure équipe de WWE actuellement, mais les leaders de la division par équipe. Mais vous avez vu la gueule de la division par équipe d'abord? Surtout à NXT. Il y a pas d'équipe, il y a que. Donc, normal qu'il soit au-dessus, c'est par défaut. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à Action. Pourtant j'adore le catcheur, j'adore le personnage, mais ouais, je suis déjà préparé à ce qu'au main roster, ça soit une grosse déception. C'est vraiment triste. Numéro 8, Gigi Dolin. Pour commencer, c'est clairement la moins bonne de Toxic Attraction. Les gens vont dire ouais, Jessie Jane, mais non en fait. Si vous voulez, Toxic Attraction, ça me fait un peu penser à Legacy 2009. Avec Cody Rhodes qu'on voyait le moins et Ted DiBiase à qui on pouvait voir un avenir radieux une fois sorti de là. Et qu'au final, quand la Legacy c'est fini, Cody Rhodes on voit quel statut il a aujourd'hui, tandis que Ted DiBiase il a totalement disparu. En fait, ça me fait un peu penser à ça, Gigi Dolin. C'est un peu l'équivalent de Ted DiBiase, dans le sens où c'est vraiment le personnage le moins intéressant, alors que Jessie Jane à côté elle a eu des programmes, plusieurs programmes, une bonne exposition à la télé, une évolution dans son personnage. C'est clairement elle qui a le mieux profité de l'héritage de Toxic Attraction, tandis que Gigi Dolin, c'est fade quoi. C'est vrai, elle a un look punk vite fait, un peu joli, voilà, mais elle n'est pas intéressante, c'est totalement osef. C'est trop lisse en fait. Et elle a gagné sa rivalité contre Jessie Jane, mais derrière, elle sert de jobbeuse de luxe. Elle n'est pas inspirante du tout en fait. C'est ça le problème. Au point de servir de sous-fifre à Ariana Grace. Ariana Grace qui est très bien d'ailleurs. Mais passons. Donc, si elle a du mal à s'en sortir à NXT, je la vois pas s'en sortir dans le main roster. Après là, on va me dire que ouais, elle est blessée, c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Mais déjà avant, elle ne faisait rien d'intéressant et je ne la vois pas faire quoi que ce soit d'intéressant, même une fois de retour de sa blessure. Au pire, elle va faire partie de ces échecs de NXT qu'on va voir une ou deux fois en main roster et ensuite totalement disparaître ou bien faire que des petits matchs à main event. En tout cas, je ne vois pas d'avenir en ce qui la concerne. Et numéro 7 et 6, je vais traiter deux cas, c'est-à-dire les fermiers random. Je vais être direct, c'est des futurs jobbers. Parce que en termes de personnalité et en termes de personnage, il n'y a strictement rien. Et là, c'est franchement en train de se chercher. Jusqu'à présent. De toute façon, qu'ils soient en solo ou en équipe, je vois pas vraiment la différence. Il y a Josh Briggs, il avait associé avec JBL pendant un temps. Ensuite, on le vendait comme Big Man, etc. Bon, c'est juste un grand mec random, quoi. C'est super, il y a de quoi s'investir, lol. Et l'autre, Brooks Jensen, j'ai dû chercher pour être sûr de leur nom. Brooks Jensen, son truc avec Shawn Spears, c'est nul, quoi. Ça n'ira franchement pas loin. Et on met une roster, s'il garde cette dynamique, il va être vite oublié en fait. Ils ont essayé de le rendre important avec une musique genre old school, lui donner un look de catcher old school, mais même là ça ne marche pas. Donc Brooks, désolé, mais c'est vraiment pouce en bas. Fallon Legend ne l'intègre pas dans la liste parce que bon, c'est le facteur inconnu et elle semble quand même avoir un personnage plus identifiable. Donc à voir. Numéro 5, Wendy Choo. Et je dis ça alors que je suis un fan de Wendy Choo. Vraiment, c'était bien l'époque où elle avait son simple personnage de dormeuse qui catch en pyjama, qui est toute gentille, voilà, toute colorée. Là, il y avait moyen qu'elle ait sa place dans le main roster, qu'elle ait eu une place bien établie et vraiment bonne, quoi. Mais là, le délire,
Je ne sais même pas si c'est quelqu'un d'exorcisé, spooky ou quoi. Je vois seulement qu'elle se réveille d'un an d'hibernation et les zombifier. Ça n'ira clairement nulle part. Déjà que à NXT, ça n'ira nulle part déjà. Et je tiens à mettre une parenthèse, vraiment les personnages spooky et les trucs dark en Big 2024, faut vraiment arrêter ça, quoi. Ça ne va vraiment plus. Et c'est vraiment dommage qu'elle prenne cette direction, alors que bon, elle avait un personnage de base qui était très bien, et en plus qui pouvait être pertinent dans les programmes. Même si c'est parmi dans la low card, ben ça serait quand même une bonne place, elle aurait eu une bonne exposition dans le main roster, c'est vraiment dommage. Allez, je vais passer au numéro 4 et je sens que je vais me faire des amis. Ethan Page. Oui, Ethan Page, je vais parler d'un cas récent. Et il est franchement surcoté, je vois vraiment pas ce qu'il peut faire dans le main roster. On est en mode que ouais, AEW l'a maltraité, voilà, NXT, regardez, c'est une star. Ouais, mais on lui a juste filé le titre de NXT juste pour montrer que au mec de AEW que vous en faites pas si vous êtes mal utilisé, tout se passera bien à la WWE. C'est juste un écran de fumée. La preuve, c'est que le mec, c'est littéralement le pire champion NXT que j'ai connu depuis que je m'intéresse à cette branche de développement en fait. C'est-à-dire depuis fin 2016, début 2017. Le mec qui n'a rien fait d'intéressant avec le titre. Que ça soit en termes de micro, en termes de personnage, en termes de charisme, c'est clairement average quoi. C'est juste quoi, un heel prétentieux random. En main roster, j'ai mieux, même Théorie est plus intéressant que lui pour dire. Donc franchement, son règne de champion NXT c'était juste une perte de temps. Surtout que ces programmes c'était des programmes de mid-card quoi, soyons sérieux. Le titre de NXT a été souillé sur son épaule. Mais bon, en main roster, franchement, à la limite, je lui donnerais un meilleur avenir que Cameron Grimes. Désolé Cameron Grimes qui prend cette balle perdue, mais franchement Ethan Page, ben, il n'a rien de spécial quoi. Il n'a vraiment rien de quoi sortir du lot. Et je le vois passer devant des mecs qui auraient plus mérité sa place quoi. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais Ethan Page, c'est vraiment pouce en bas. Numéro 3 et non des moindres, Gallus. Gallus, ben c'est vraiment le trio Osef par excellence, hein, donc je traite leur cas à tous les trois parce que franchement, fouloulou, à NXT UK c'est pas intéressant. À NXT aujourd'hui c'est pas intéressant. Vous pensez vraiment qu'en main roster ça sera intéressant avec les frères Café là? Bah non, voyons. Du coup, ben, s'ils doivent aller au main roster, ben, soit ils vont être associés à un mec, bon, je dis au pif Drew McIntyre, histoire d'inventer une énième faction, parce que tu comprends, les factions c'est cool, et quand il y a des mecs sans projet que tu mets dans le main roster, tu ne sais pas quoi faire, ben il suffit de le foutre dans une faction ou d'inventer une faction pour lui donner un semblant d'existence. Mais bon, je m'égare. Dans le main roster, ils ne feront rien. Point. En 2, je vais mettre Cora Jade, qui est surcotée. Bon, surcotée, c'est trop peu dire. Je dirais simplement que c'est une nullarde. Parce que du peu que j'ai vu d'elle, franchement, c'était pas terrible, franchement. Elle avait un personnage générique des années 2000, tout ça, parce que tu comprends, c'est cool. Ouais, bon, j'étais pas fan, mais au moins il y avait ça. On a essayé de la mettre dans des programmes, différents programmes, mais globalement, ça n'a pas pu se marcher que ça. Et aujourd'hui, elle est revenue déjà en début d'année. Aujourd'hui, c'est littéralement une diva, quoi. C'est une diva générique. Genre fin des années 2000, début des années 2010, avec les divas qui font des concours costumés, les concours de maillot de bain ou les pillow fights. Elle aurait clairement sa place dans cette ère-là. En tout cas, son personnage actuel. Déjà qu'elle semble assez fragile. Elle revient, elle est là pour servir de sous-fifre à Roxanne Perez, ok d'accord. Mais franchement, elle n'est pas intéressante aujourd'hui en fait. Et je ne sais pas pourquoi Shawn Michaels s'était obstiné à un moment à la pêcher. Et on nous la vendait comme champion du monde NXT. Heureusement que le titre nord-américain est là en guise de l'autre consommation. Parce que dans le main roster, elle va juste se casser la gueule en fait. Elle va avoir le même traitement que Blair Davenport aujourd'hui. C'est-à-dire, bon,
elle ne va rien foutre. Le peu de fois qu'on va la voir, c'est juste pour perdre des matchs, quoi. C'est juste une jobbeuse. Vraiment, Cora Jade, ça a de très fortes chances d'être un échec dans le main roster si jamais elle est call-up. Contrairement à ça qu'on perd Roxanne Perez, à qui on n'arrêtait pas de comparer, alors que Roxanne Perez est 100 fois meilleure qu'elle. Maintenant, je vais passer au cas numéro 1 et ça me brise le cœur de le dire. La Chase University. Oh là là, ils vont échouer, mais ils vont tellement échouer. Pourtant, j'adore ce concept de Chase U, le principe d'école de catch, tout ça, vraiment, c'est un truc génial, quoi. Mais c'est un concept qui ne peut marcher qu'à NXT, qu'on soit honnête. Parce que dans le main roster, je pense même pas que le grand public comprenne le délire. Et au main roster, c'est pour faire quoi? Cours de catch, pourquoi avec des jeunes, mais des jeunes qui sont censés être mûrs quand même. Avec le temps donc, je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient faire dans le roster principal. Déjà qu'à NXT, ils font du sur place, franchement. Moi qui espérais quand même qu'il y ait des gens qui sortent de là et qui puissent évoluer de leur côté, sauf que là, les gens qui sont dans la Chase University, ils sont toujours là en fait. Et en plus, on ajoute des vieux comme Ridge Holland, mais pourquoi faire en fait? Chadu Coxon, il est toujours là. TAL, ils ont essayé de faire une évolution de personnage, mais elle est toujours là. André Chase, il ne va rien foutre tout seul dans le main roster non plus. C'est même pas comme si ça tournait et qu'il y avait de nouveaux élèves, les mêmes élèves sont là. Il y a juste Evan Bourne Jr. qui s'est rajouté, mais c'est tout. Si le clan n'évolue pas, s'il n'y a pas des gens qui ont une sorte de gradation et les élèves comme ça, ils peuvent aller dans la nature, pouvoir se débrouiller. Là, je ne vois pas en quoi il serait pertinent dans le main roster et même l'utilité de les mettre là-bas. Oh, ça me fait vraiment mal au cœur, ça me rend vraiment triste tout ça. C'est ainsi que s'arrête ma vidéo sur les talents de NXT qui seront des potentiels échecs dans le main roster. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager et aussi à commenter. Proposer également des noms qui ne seraient pas compatibles pour le main roster à l'heure actuelle, ou bien encore pour essayer de me convaincre que les talents que j'ai cités peuvent s'en sortir. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!